Bonjour, je crois que nous sommes en lien. La conférence va donc pouvoir commencer. J'espère que tout le monde a pu se connecter. Je crois que nous sommes assez nombreux, donc je tiens en premier lieu à remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette web conférence sur le thème des ressources humaines internationales. J'espère que tout le monde a pu se connecter en bonne condition. Alors tout d'abord, je voudrais en introduction préciser que nous avons souhaité que cette présentation soit basée sur des éléments factuels, c'est-à-dire que nous allons nous baser sur l'antériorité des situations que nous avons connues nous-mêmes au travers de nos clients, sur un état des lieux que nos filiales nous remontent, je dirais quasi quotidiennement de leur pays, et sur l'analyse que nous en tirons. Donc nous allons vous faire part de nos expériences. Ce qui serait intéressant, vous allez avoir la parole vous-même. Vous pourrez nous interroger, nous poser vos questions par le chat que vous devez apercevoir à droite de votre écran. Donc, si vous le souhaitez, chacun peut émettre un avis sur les propos qui sont échangés, une question. Donc, ce qui peut alimenter le débat, c'est de nous préciser peut-être quel est votre secteur d'activité en deux mots, hein, bien sûr, de sorte que nos réponses soient véritablement étayées et adaptées à votre question. Nous allons centraliser l'intégralité des questions et les rassembler par sujet, par thématique, et nous y répondrons, si vous le voulez bien, en fin de conférence. Donc, je vous invite véritablement à attendre la fin des interventions. Ces interventions se dérouleront dans trois moments. Nous aurons trois intervenants. Tout d'abord, je vais démarrer par les présentations. Moi-même, je suis Fabienne Vert, je suis CPO du groupe Salveo, CPO Chief Process Officer, et je serai au cours de cette conférence votre animatrice ou la modératrice de la conférence. Nous avons avec nous Valérie Bridenstine. Oui, bonjour. Donc, pour ma part, je suis spécialiste en ressources humaines internationales. Au sein du groupe Salveo, je coordonne pour des entreprises françaises, PME, ETI, à travers nos 50 implantations dans le monde, des solutions de recrutement, de portage salarial, de mobilité internationale, entre autres. Et j'ai auparavant une expérience d'une dizaine d'années au Moyen-Orient. Très bien. Donc Valérie nous fera un point sur la situation opérationnelle des ressources humaines dans les pays majeurs, disons. Nous avons également avec nous Marc Cheminot. Micro, Marc, s'il te plaît. C'est mieux? Micro, Marc, Sinon, s'il te plaît. Fabienne, tu peux le présenter? Oui, mais essaye de reprendre ton micro, Marc, si tu veux bien. Donc, Marc est l'un de nos seniors intervenants au niveau international, une riche carrière dans l'environnement international au cours de laquelle il a occupé des postes de direction générale de PME et de TI. Il a accompagné des équipes de direction et d'actionnaires dans la croissance de leurs activités. Est-ce que Marc, tu peux nous rejoindre? Bon, il va régler cette question technique. Donc, Marc nous expliquera, je l'espère, hein, s'il peut nous rejoindre, comment rester présent et visible sur ces marchés cibles, comment préserver les équipes et comment agir pour renforcer l'efficacité de ces équipes à l'étranger. On a perdu Marc. Je propose de commencer, Fabienne, et Alors, nous rejoindre. tout
Tout à fait, Valérie. Vas-y, je te cède la parole sur le premier bilan d'impact par pays. Oui, je t'en remercie, Fabienne. Donc, comme tu l'as très bien signalé, notre présentation vient de retour un terrain de nos filiales. Donc, elle se veut factuelle, elle se veut concrète, et pour pouvoir donner des solutions adaptées selon la situation des pays. Donc, nous sommes, chacun le sait, confrontés à une crise aussi bien sanitaire, économique, jamais connue depuis 1945. Au cœur de cette crise, c'est l'homme qui est concerné, les ressources humaines, si on, du point de vue de l'entreprise. Notre président Emmanuel Macron a rappelé le 13 avril dernier que quel que soit les pays au monde, nous pleurons tous les mêmes morts, ceux du Covid-19. Donc cette crise sont des pans entiers de l'économie qui se sont effondrés. On pense bien évidemment à l'aéronautique qui a perdu 350 milliards depuis le début de cette crise. Et donc, ce webinaire vise à proposer des solutions RH pour sortir de cette crise profondément humaine. Donc, bilan, impact pays, tous les pays ne sont pas également impactés par le Covid-19. Nous les avons classés pour pouvoir proposer des solutions adaptées selon leur situation. Comment nous avons mesuré l'impact? Nous avons croisé, de façon empirique bien évidemment, le nombre de décès par rapport au nombre de cas déclarés, ou en tout cas officiellement par les pays, et l'impact de l'économie de ces mêmes pays. Voilà, merci pour la carte, Fabienne. Donc, ces pays, nous avons les plus touchés, ce sont les États-Unis, qui depuis le krach boursier de 1929 n'avaient jamais connu une telle ampleur de personnes qui s'inscrivent au chômage. Les raisons de la colère, si j'ose dire, de ces demandeurs d'emploi, c'est en plus de perdre leur emploi, perdre leur social. Nous pouvons également mettre dans les pays très impactés l'Inde, excusez-moi, l'Inde qui, comme vous le savez, le gouvernement a informé sans notice préalable tout le monde d'un confinement immédiat. Donc il y a eu une sorte de panique, un départ vers les campagnes des plus pauvres. Alors d'aucuns critiques diront que ça préfigure peut-être les migrations de population qu'on risque de connaître à l'avenir vers d'autres crises environnementales. Nous pouvons nommer également des pays pas aussi impactés, mais quand même fortement impactés, comme le Canada, qui dépend à 80% du marché américain, et qui est un pays qui vit à crédit aussi bien pour les individus que pour les entreprises. Donc même avec des aides financières, c'est un pays qui va connaître des gros problèmes de trésorerie. Dans ces pays fortement impactés, nous notons également la Russie, également qui subit une double crise, puisque le prix du baril a chuté à moins de $20, et que la Russie est un des premiers pays pétroliers, comme l'Algérie d'ailleurs, dont les exportations, les revenus d'exportation dépendent à près de 90% des ressources pétrolières. Nous pouvons citer dans ces pays l'Ukraine, l'Algérie, que je viens de nommer pour les raisons notamment pétrolières, le Maroc, parce que le Maroc est un pays, comme on le sait, qui accueille énormément de tourisme, et le tourisme a été très fortement impacté, ainsi que l'industrie automobile. Heureusement, le Maroc a d'autres ressources dans l'agroalimentaire, notamment le textile, qui lui permettront de s'en sortir par le haut, mais on peut parmi tous les retours de nos filiales le considérer comme un des pays fortement impactés. Dans les pays moyennement impactés, je citerai le Mexique,
qui connaît actuellement plus une crise sanitaire qu'une crise économique. La Côte d'Ivoire, pour la simple et bonne raison qu'il est rentré dans la crise un peu plus tard que d'autres. La Suède, qui est le seul pays européen à avoir imposé totalement le confinement à sa population et donc qui a maintenu quasiment de façon normale son activité économique. Donc, si jamais vous avez des activités commerciales dans ce pays ou vous envisagiez d'en avoir, c'est effectivement le bon moment. Et enfin, en sortie de crise, nous avons la Chine, qui est rentrée la première il y a 3 mois et demi. J'étais ce matin encore en communication avec notre directeur de filiale, qui me confirme que 90% de la production, près de 90%, entre 80 et 90% de la production a repris dans tout le pays, avec des nuances selon les régions. On pense bien évidemment le Hubei va être un petit peu plus ralenti. Et la consommation également a repris, puisque 60% de la consommation, selon les principaux observateurs, a repris, donc essentiellement sur les biens locaux, mais les personnes recommencent à retourner dans les restaurants et dans les bars. Donc, à ce sujet, je voulais vous citer un exemple. Juste avant cette crise, pour une entreprise française spécialisée dans les vins, dans les spiritueux, que nous avons accompagné dans le recrutement d'un directeur commercial de la zone Asie. Donc, le directeur me demandait, Valérie, juste au début de la crise, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on maintient ce recrutement? Et heureusement, nous l'avons fait, puisque cette personne peut maintenant vraiment démarrer son activité, puisque c'était un début de mission, et approcher de plusieurs centaines de millions de clients en finaux potentiels. Donc voilà pour le tour d'horizon. Donc quels sont finalement les points de convergence entre tous ces pays pour pouvoir bien trouver les bonnes solutions? Encore faut-il savoir de quoi on parle. Donc la première, le premier, tu m'as pas mis le bon slide, pardon, Fabienne. Pardon. Donc les points de convergence, le premier, c'est le confinement. Pour la première fois, la moitié de la Terre est confinée. Donc c'est une situation bien évidemment inédite, qui malheureusement va plomber un certain nombre d'économies. À part la Suède, la Taïwan, la Corée du Sud, tous les pays ont demandé à leur population d'être confinés. Certains, pour préserver leur économie, n'ont fait qu'un confinement partiel, comme l'avait fait la Chine avec le Hubei. Je pense aux wilayas, aux régions d'Algérie, qui sont confinées en totalité pour un tiers seulement d'entre elles. L'Ukraine, le Mexique, les États-Unis, le Canada, donc quand même des très grandes économies ont continué en ne confinant que dans les pays clusters. Elles ont souvent pu le faire parce qu'elles avaient des moyens de protection pour pouvoir poursuivre cette activité. Des couvre-feux, enfin, sont imposés dans de nombreux pays. Et je pense à Dubaï, qui l'a mis en place dès le départ. Tous les soirs à 20h, à Dubaï, les rues sont désinfectées. D'ailleurs, si je me réfère aux Émirats arabes unis, c'est paradoxalement un des pays les moins touchés sur le plan sanitaire, sur le plan économique. On estime que les vols internationaux vont repartir au 1er juin, et c'est le pays qui pourtant a injecté la plus grande somme, 30 milliards, l'équivalent de 30 milliards d'euros à destination des entreprises et des particuliers. Donc le confinement, des couvre-feux généralisés. La deuxième convergence parmi tous nos retours de pays, c'est la fermeture des frontières, fermeture de tous les vols internationaux, à l'exception bien évidemment de missions
humanitaire, médicale urgente ou diplomatique. Donc, si vous gérez des expatriés ou vous avez besoin dans les semaines à venir d'envoyer vos commerciaux dans le monde, ça va être un petit peu compliqué. D'où l'importance effectivement de se baser sur la population locale. Donc, si je vous donne un exemple, nous assurons actuellement le portage de 200 personnes dans le monde pour les ETI françaises qui s'adressent à nous. Nous les avons contactés, les portés un par un, hein, et dans la quasi-majorité, plus de 90%, les personnes sont restées avec ou sans leur famille. Alors, ça leur permet de maintenir l'activité, mais ils ont fait aussi ce choix parce que c'est leur pays d'adoption. Et puis, certains nous ont avoué qu'ils avaient un petit peu peur, s'ils restaient pas, de se voir prendre leur place, leur job par des locaux. Et donc, c'est vraiment notre conseil aussi à l'avenir, de pouvoir confier vos marchés lointains à une main-d'œuvre lointaine elle-même. Hein, donc, ça peut être vos expatriés que vous adressez dans ces pays de destination ou alors par les recrutements locaux. Donc voilà pour la fermeture des frontières. Le troisième point de convergence, c'est les politiques qui ont été prises en matière de gestion des importations, exportations, transport des marchandises. Un grand nombre de mesures ont été prises d'urgence afin de protéger les marchés. Alors certaines de ces mesures ont pour but de fluidifier, de rendre plus flexibles les échanges. Je pense à la Côte d'Ivoire, au Maroc, par exemple, qui ont digitalisé toutes leurs transactions douanières. Et donc, finalement, c'est un acquis qu'ils vont pouvoir conserver par la suite de cette crise. Donc, il peut y avoir, malheureusement, dans toute crise, et comme le signifie d'ailleurs l'idéogramme crise en chinois, derrière il y a la crise, il y a rebond. Donc, certains pays ont carrément supprimé leurs droits de douane. Je pense à Dubaï qui a supprimé, donc les Émirats Arabes Unis, 1000 droits de douane sur des produits de grande nécessité, donc qui permettent à nouveau à nos entreprises de pouvoir exporter ces produits-là aux Émirats. Bien évidemment, nous vous tenons à disposition toutes les listes dont on peut parler au cours de ce webinaire. Donc, voilà, ça c'était le deuxième point de convergence. Le troisième, c'est l'activité locale qui est réduite au strict nécessaire, et donc l'alimentaire, le sanitaire, le sécuritaire. Donc, l'OIT, l'Office international du travail, estime malheureusement qu'à l'échelle planétaire, c'est quand même un quart des travailleurs qui vont connaître dans l'année soit une perte de salaire, soit carrément leur perte d'emploi. On a cité tout à l'heure Accor. Je voulais vous donner maintenant, en plus de l'exemple de l'aéronautique, vous citez un exemple dans le tourisme, avec le groupe Accor, qui a dû licencier de façon partielle 3/4 de ses effectifs dans le monde. Donc voilà pour les principaux points de convergence. Un dernier important de taille, les aides publiques d'urgence. Selon la COFAS, un quart des entreprises dans le monde devraient fermer dans l'année qui vient, malheureusement. Il y a des grandes disparités par région. La mieux lotie, je dirais, c'est l'Asie, où on estime ce taux de fermeture aux alentours de 5%. On va jusqu'à des extrêmes en Amérique du Nord, va surtout les États-Unis, avec des fermetures estimées à 40%, et l'Europe dans un taux moyen de 15%. Donc la quasi-totalité des pays ont très rapidement réagi avec des plans en dotant entre 1 et 3% de leur PIB en aides diverses. Donc ça peut être des prêts garantis par l'État, ça peut être des loyers qui sont reportés ou annulés, des aides financières diverses, 2 tiers destinés aux entreprises et 1 tiers aux salariés, de façon générale.
Donc, si je vous donne quelques exemples que nous aurons monté nos antennes, c'est plus de 100 milliards a été débloqué par l'État chinois, 80 milliards au Canada. Certains pays africains même ont débloqué via la Banque mondiale, je pense à la Côte d'Ivoire, 150 millions d'euros. Pour permettre la continuité de l'économie et puis surtout la reprise que nous espérons tous rapide, idéalement aussi rapide que la sortie de crise de la Chine, donc encore une fois qui a mis 3 mois et demi. Donc, par rapport à tous ces points de convergence, quelles sont les solutions RH importantes à mettre en place, que nous avons nous-mêmes évidemment mis en place pour nos propres salariés et que nous avons appuyé pour l'ensemble des ETI françaises que nous gérons. La première, bien évidemment, c'est le maintien de l'activité. Donc, maintien de l'activité, on estime qu'il y a environ 60% des entreprises dans le monde qui ont réussi à maintenir leur activité. Alors, ça dépend bien évidemment du secteur. Il y a des secteurs qui, paradoxalement, ont connu une croissance d'activité. C'est le cas, par exemple, pour beaucoup d'entreprises dans le secteur alimentaire. Je me permettrai de citer l'exemple d'une DRH qui doit nous écouter d'ailleurs, qui travaille pour l'entreprise UCC Coffee, donc cette entreprise réalise des capsules de café à plusieurs usines de production dans le monde. Donc elle me témoignait, alors, au tout début de crise, de l'urgence de la situation, de la difficulté de gérer, d'adapter l'outil de production à une demande la première semaine qui a cru de plus de 60%. Par effet de stockage, alors que sa main-d'œuvre diminue en moyenne de 30% à cause des personnes qui se mettaient en arrêt maladie pour le Covid ou pour gérer leur famille. Donc le maintien de l'activité est également très fort. Je le mets au passé par positivisme. L'activité est maintenue également dans beaucoup de sociétés de vente à distance. Alors on pense bien évidemment à Amazon qui a augmenté ses ventes de 100%. Puisque c'est un des rares généralistes qui couvre le monde entier et qui a conservé en fait ses livraisons. Amazon qui, dans plusieurs pays d'ailleurs, au niveau RH, s'est vu plus ou moins redressé, voire condamné pour mauvaise pratique, mauvaise protection de son personnel, logistique pour maintenir l'activité. Donc, si je reviens à l'exemple précédent du CC Coffee, ce que me disait la DRH, pour pouvoir adapter justement cette production, ça a été faisable parce qu'ils avaient les moyens de protection du personnel. Donc ils ont bâti une cellule de crise entre la direction, les ressources humaines, leur département HSE pour faire un véritable plan de sortie de crise, commençant par un inventaire de tous les moyens de protection disponibles en interne, pouvoir les distribuer aux personnes qui en avaient plus besoin dans la chaîne de production, et puis surtout prévoir selon les scénarios de reprise par pays dans ce secteur d'activité différents scénarios de reprise d'activité partielle ou complète. Donc voilà pour deux secteurs importants qui ont augmenté leur production pendant la crise. Beaucoup d'entreprises ont adapté leur production parce que c'était pas relevant, je dirais, de continuer de produire des produits dont on n'a pas besoin maintenant, et ne serait-ce que par souci de solidarité, ça pouvait être important d'adapter l'outil. Donc je citerai un exemple qui est amusant, si j'ose dire, c'est la société Gerflor de revêtement de sol. Alors les plus anciens d'entre nous connaissent cette société pour l'ancienne publicité et Hop. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous renvoie sur Internet parce qu'elle était très drôle et fait partie des benchmarks de la publicité en France. Donc Gerflor a proposé aux hôpitaux d'urgence en Côte d'Ivoire de mettre en place des tapis
produits autodésinfectants, donc pour avoir une désinfection en continu de leurs hôpitaux. Donc très bel exemple d'une entreprise française qui a su s'adapter à la crise, donc qui fait preuve de solidarité, mais qui par là même maintient bien évidemment son activité et sa production. Donc, nous avons vu maintien d'activité. Nous allons pouvoir passer maintenant au télétravail. Alors, le télétravail, j'imagine que la quasi-majorité de notre auditoire l'est actuellement. Évidemment, ce n'est possible que pour certaines activités, surtout certaines fonctions support. Le télétravail, paradoxalement, avant cette crise qui a exigé cette mise en place urgente de la quasi-totalité du personnel en télétravail, n'existait pas. En Russie, en Ukraine, encore une fois, j'ai fait le tour de nos antennes. La majorité des pays n'ont pas, dans leur droit du travail, un chapitre particulier sur cet aspect-là, voire même ça ne faisait pas forcément partie des principes de travail. Je citerai une exception notable, l'Algérie, qui est fondée en fait sur notre ancien droit du travail français, qui exigeait, lorsque vous mettez quelqu'un en télétravail, de prévoir un avenant à son contrat de travail. Cet avenant devant prévoir les horaires de travail pour permettre la déconnexion, les missions, les moyens mis à disposition à cet employé. Donc, notre conseil d'urgence dans votre mise en place de télétravail, en France, donc ce n'est plus obligatoire, une petite précision. Encore une fois, ce séminaire n'est pas sur la France, mais bon, je le précise. Même si ce n'est plus obligatoire, même si c'est pas une pratique courante, nous vous recommandons quand même, dans l'idéal, de réaliser des avenants, c'est ce que nous avons fait pour la plupart de nos portées, ou alors au moins écrire un email à votre personnel pour leur préciser l'encadrement du télétravail. Alors ce télétravail, on le vit tous et particulièrement compliqué dans une époque anxiogène. On a tous des environnements familiaux plus ou moins compliqué également à gérer en parallèle. Donc, en tant que RH, bien évidemment, il est important d'avoir une certaine souplesse vis-à-vis de l'exigence de productivité, de réceptivité de notre personnel habituel. Donc, il est très important pour ces personnes en télétravail de garder le contact avec elles. Alors, le contact, va être bien évidemment au niveau de réunions formelles de travail. Ça peut être également en proposant des formations, je pense notamment des formations en langue, puisque là on est sur les sujets de l'international ou dans les outils digitaux qu'on a tous peut-être plus utilisé ces derniers temps qu'on le faisait jusqu'à présent. Donc, mettre à profit quelque part ce télétravail dans l'intérêt de votre personnel même. Et quand je dis garder le contact, c'est également pas forcément par des réunions très formelles. La plupart des sociétés du CAC 40, par exemple, ont mis en place des cellules de crise qui appellent régulièrement le personnel, qui proposent un coaching avec des psychologues, par exemple. Alors, vous me direz, moi, je suis directeur d'une ETI, d'une PME, et j'ai d'autres urgences en ce moment peut-être à mettre en place. Ça peut être quelque chose vraiment d'informel. Vous organisez avec les RH et les différents dirigeants de l'entreprise pour appeler chacun votre tour votre personnel, qu'ils soient en France et encore plus à l'étranger. Certaines entreprises, alors ça peut paraître ludique, mais je trouve ça très intéressant en termes de team building, ont mis en place des apéros, les fameux apéros Skype. À cet égard, j'ai une DRH récemment qui me disait oui, mais moi j'ai un petit souci quand même, c'est que dans ma convention collective, j'ai pas droit d'avoir de l'alcool dans mon entreprise et bien évidemment, pas le droit d'en proposer à mon personnel. Est-ce que je peux organiser des apéros via conférence? Alors, bien évidemment, oui, puisque on l'oublie parfois en France, mais bon, apéro veut pas forcément dire alcool.
Voilà, alors c'est assez étonnant ce webinaire parce que je vois pas vos réactions, donc je sais pas si ça vous fait sourire. Mais bon, c'est vrai qu'on a tous reçu, surtout en début de confinement, énormément de blagues, de blagounettes sur ces histoires de confinement, les réunions de travail en espace privé. Alors, je pense que ça a été nécessaire pour tous en tant que catharsis contre un mal en commun sur lequel nous voulions combattre. Mais bon, encore une fois, derrière, il y a une réalité. Les gens ont peur de perdre leur emploi, peur de voir leur famille touchée. Donc, c'est vraiment être très, très flexible à l'écoute de votre personnel. Troisième solution RH à mettre en place en urgence, l'activité partielle. Alors, ce que certains appellent, mais qui est plus en vigueur, le chômage partiel ou le chômage technique qu'on appelait anciennement le chômage économique. Alors, souvent, en état d'urgence, de nombreux pays, alors la France a montré l'exemple, mais la Russie également, ont vraiment fortement encadré la mise au chômage de personnel pendant cette crise, pour éviter une endémie sociale. Donc en Russie, c'est strictement interdit. En France, très fortement encadré, encore plus durant cette période. Forcément, quand votre secteur d'activité vous le permet, nous vous conseillons de mettre plutôt en place des activités partiel plutôt qu'un chômage économique complet, bien évidemment, si c'est possible. Tous les pays ne rémunèrent pas l'activité partielle de la même façon. La majorité ne la rémunère pas, à quelques exceptions près. Nous avons l'Ukraine qui rémunère à 75% son personnel, le Canada 50%, et la majorité, en tout cas très loin des 84% de la France. Donc, vraiment, si vous n'avez pas une urgence de trésorerie absolue, nous vous conseillons de garder votre personnel que vous avez mis des mois, des années à former, à créer une dynamique de groupe. Ça serait vraiment dommage si vos finances peuvent vous permettre de vous séparer en ce moment de votre personnel. D'autant plus, je pense aux fonctions support qui seront les premières qui vont vous permettre de sortir de la crise. Je pense aux commerciaux. C'est eux qui seront juste le déconfinement déclaré dans la plupart des pays du monde, seront sur le front pour reconquérir les parts de marché diverses. Alors bon, tout le monde n'écoute pas ces sages conseils. Je pense notamment à la start-up Bird aux États-Unis, les trottinettes. Cette société a convoqué en visioconférence, comme nous le faisons actuellement, 400 personnes. Donc, je crois qu'on n'est pas loin aussi des 400. Mais bon, c'était pas pour leur parler de solutions RH, c'était pour leur dire, vous êtes licenciés, et puis aux États-Unis, vous êtes licenciés sur le champ. Et donc, ils ont été remerciés en live. Alors, bien évidemment, c'est illégal en France, mais c'était bien évidemment, ne serait-ce qu'humainement ou pour votre image employeur, quelque chose que nous déconseillons formellement. Cinquième solution donc que nous préconisons, c'est pour vos expatriés. Toutes les mesures que nous avons citées pour le moment sont valables pour les expatriés, mais il y en a certaines qui leur sont particulièrement destinées. Nous avons rappelé tout à l'heure que la majorité sont restés pour 90%. Certains ont renvoyé leur famille, mais la majorité sont restés sur place. Donc, ce qui permet d'ailleurs pour votre entreprise d'avoir une oreille sur place, une écoute, quelqu'un même confiné qui parle la même langue dans le même fuseau horaire qui peut maintenir votre activité, et des personnes en tout cas qui pourront rebondir très, très rapidement. Sachez quand même que vis-à-vis de ces expatriés, vous avez une obligation, je me réfère à l'obligation duty of care, une obligation non seulement morale, mais pénale, de responsabilité, de sécuriser le travail de vos employés. Alors, c'est valable en France, c'est valable pour
vos employés français qui se déplacent à l'étranger ou bien évidemment pour les expatriés. Vous avez peut-être en tête cet amendement Karachi de 2011 où Sanofi a été condamné pour ne pas avoir su sécuriser une employée qui était en déplacement à Karachi et qui était victime d'un attentat dans l'hôtel dans lequel elle résidait et qui avait été réservé par son entreprise. Donc, pensez bien, vérifiez bien toutes les mesures de protection, de sécurité que vous avez mises en place, au besoin les faire auditer par des organismes externes. En fait, l'actionnaire majoritaire du groupe Salvéo l'a dit, on a fait une de ses spécialités, mais bon, c'est pas le lieu ici, mais c'est extrêmement important cette responsabilité. On le voit d'autant plus en période de crise. C'est aussi peut-être un moment où on a plus de temps pour du travail de fond. Donc, c'est peut-être le moment pour les RH, pour les directions, de se dire est-ce que j'ai bien mis en place, est-ce que je peux donner la preuve au gouvernement français que j'ai mis en place toutes les mesures de sécurité possibles. Pour ces expatriés, pensez à vérifier leurs assurances. Parce que tous les hôpitaux publics ne proposent pas les mêmes des normes sanitaires aux normes que l'on peut connaître en Europe. Donc, il est important de pouvoir leur proposer une assurance, voire un rapatriement. De nombreux pays, d'ailleurs, imposent d'être assurés pour pouvoir obtenir un visa de travail dans la lettre d'invitation de l'employeur, que ce soit le Maroc, l'Algérie, les Émirats arabes unis. Lorsque l'on va établir un permis de travail, un permis de résidence, cette assurance sera obligatoire, mais vérifiez bien que tous vos salariés sont bien assurés ainsi que leur famille. Un dernier conseil, eh bien l'inscription au fil d'Ariane sur diplomatie.gouv qui permet au gouvernement français en toute urgence de recenser toutes ces ouailles et les faire revenir comme il l'a fait au tout début de crise pour les 1000 Français de souvenirs qui étaient dispersés dans plus de 140 pays en tourisme, ce qui est le cas de certains des animateurs ici et qui sont revenus en urgence grâce à l'inscription sur ce fil d'Ariane. En conclusion, finalement, de toutes ces mesures d'urgence que nous préconisons dans tous vos pays, je dirais finalement c'est plus un bon sens d'appliquer des mesures qui correspondent à votre secteur d'activité. Il y aura plus d'actions communes à mettre en place dans le même secteur d'activité que dans des pays différents. Et le plus important à retenir, c'est l'écoute. C'est on a affaire à des personnes, derrière les ressources humaines, ce sont des personnes, donc à écouter dans cette situation particulièrement compliquée. C'est valable pour vos employés français, mais encore plus, je dirais, pour vos employés expatriés qui sont non seulement loin du cœur d'activité de l'entreprise, donc peut-être un petit peu plus inquiets de leur avenir et surtout sont loin de leur famille. Merci Valérie, merci pour ces constats et ces précieux conseils assez détaillés, merci. C'est vrai que l'enjeu humain est indéniablement stratégique et au cœur du dispositif, je dirais, non seulement pour absorber au mieux la crise actuelle, mais aussi et surtout pour aborder de manière optimale la reprise avec les bonnes en main. Donc, merci encore pour ton témoignage. Je vais rapidement passer la parole à Marc, qui va nous exposer comment rester visible pendant la crise sur ces marchés pour préparer l'après. Alors, visible et audible, est-ce que tu m'entends, Fabienne? Tout à fait. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est la magie du webinaire. Visible et audible de tous. C'est d'ailleurs un plaisir de recevoir tant de personnes chez moi aujourd'hui. Je ne l'avais jamais fait. Donc, bienvenue à tous. Je suis ravi de ce partage d'expérience. Je vais être rapide. Moi, je vais vous parler d'une expérience opérationnelle, puisque je suis un opérationnel. C'est le moment de partager cette expérience parce qu'on va construire la suite, la solution, notre solution à part d'autres. Vraiment beaucoup d'expertise et je remercie les experts. Il y a énormément de gens qui sont devenus experts ces temps-ci, mais moi je m'appuie plus aisément et plus facilement sur les expériences des uns et des autres pour construire ma suite à moi et la suite des différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons.
Moi, mon expérience de la gestion de crise internationale, ça va m'amener à vous parler de deux choses essentielles. Un, c'est le plan pour conduire cette crise, gérer cette crise, sortir de la crise. Le plan, c'est essentiel. Et deux, c'est les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Parce qu'en fait, le plan est appliqué par des hommes et il faut que les hommes aient été bien traités avant, pendant et après la crise pour qu'ils appliquent le plan. En 1995, moi j'étais basé aux États-Unis, je dirigeais les activités d'Air France Cargo pour les US. Et je reçois là-bas donc un appel du FBI et du CDC, qui est le Center for Disease Control, des gens qui ne rigolent pas à Atlanta, et qui m'explique qu'il y a un des avions passagers d'Air France qui s'est posé à Houston, en provenance de Paris, avec 240 passagers à peu près, membres d'équipage, et en soute une palette d'animaux vivants, ce sont des singes qui viennent d'Afrique, et un des singes a été détecté au virus Ebola. Donc j'ai 2 heures pour retrouver la totalité des passagers, des membres d'équipage, et toutes les personnes qui ont approché à moins de 10 mètres cette palette, que ce soit à Bujumbura, que ce soit à Paris, ou que ce soit à Houston. Donc ça, c'est une crise. Voilà. Alors, c'est évidemment pas une crise à l'échelle mondiale, mais enfin, avec un virus comme Ebola, ça peut le devenir rapidement. Donc ça, c'est une crise, et ça se gère avec un plan, d'abord, un plan établi pour aller vite, hein, j'avais 2 heures, et puis ensuite des hommes, hein, parce qu'il fallait trouver les bonnes personnes, entraînées, prêtes à agir, que ce soit à Bujumbura, à Paris ou à Houston, et quelle que soit l'heure. Donc ça, c'est de la crise. Alors, il se trouve finalement, c'était un faux positif, paraît-il. Donc 48 heures après, ils nous ont dit que le singe allait bien. Alors il l'avait tué entre-temps, mais le singe allait bien. Ils n'ont pas tué les gens de l'avion, heureusement. Mais on avait retrouvé tout le monde. Donc ça, c'est une crise. Alors on rencontre tous des situations de crise, plus ou moins étendues, dans des pays plus ou moins exposés. J'ai un de mes amis là qui doit être là, d'ailleurs, dans ce webinaire, que c'est le directeur des opérations du Club Med, qui, lui, comme crise, a connu un village rasé par un raz-de-marée. Voilà, rien que ça. Ça, c'est une crise aussi. Le village rasé par un raz-de-marée, avec les gens dedans, enfin bref, la crise. Donc, tout ça, ça m'amène en fait à dire que Salvéo, qui a 30 ans, a croisé quelques crises. Vous en avez croisé vous-même. Les crises, en fait, ont été plus ou moins importantes. Il y en a qui étaient impactantes. Il y a eu les crises des années 90, si vous vous souvenez, en Algérie. C'est une crise politique et sécuritaire avec le GIA, le FIS, et pourtant il fallait que l'activité économique continue et se développe. Les crises en Irak, hein, en 2003 jusqu'à 2011 même, avec les différentes guerres qui sont succédées, les crises sanitaires, le SRAS en Asie, et puis plus près de nous en Ukraine, avec la crise du Donbass. À chaque fois, les deux piliers essentiels de la réussite, passer ces crises, ça a été le plan et les hommes. Alors, le plan, c'est essentiel, il faut le faire. Vous en avez peut-être déjà. Si vous appartenez à une grosse structure, vous avez déjà un plan. Vous avez des équipes entières qui ont préparé des plans. Et les plans sont très structurés, sont très, très élaborés. Par contre, si vous êtes dans des entreprises un peu plus moyennes, que ce soit des ETI ou des grosses PME, il est possible que vous n'ayez pas de plan. Le plan, il est toujours temps de le faire. Aujourd'hui, on est dans une crise importante, sévère, mondiale, planétaire. Il est encore temps de faire un plan. Un plan pour continuer l'activité, si vous avez la chance d'être dans un domaine dans lequel vous pouvez le continuer, ou un plan de sortie de crise. Parce que sans plan, vous allez mettre du temps, et vous allez mettre beaucoup de temps. Pour pouvoir soutenir ces deux piliers, donc le plan et les hommes, il y a 4 étapes essentielles. Il faut d'abord protéger les personnes. Protéger les personnes qui sont sur place, donc projetées à l'étranger, qui sont souvent loin, parfois dans des pays compliqués. Et il faut les protéger, mettre en place des moyens adaptés, protection sanitaire, ça peut être des protections sécuritaires. Il faut avoir organisé à l'avance donc tous les moyens de repli, de sécurisation, moyens logistiques également, et protéger ensuite l'environnement de travail. L'environnement de travail, ce sont les procédures dégradées, hein, ça peut être l'organisation, ces moyens de communication locaux, internationaux, et enfin, protéger le business, parce que le business, finalement, il ne se relève vite que s'il a été protégé, s'il a perduré pendant la crise.
Donc, ce sont les locaux, c'est les bâtiments, les locaux, les actifs, les télécoms, les stocks, les moyens informatiques et tous les circuits financiers. Donc, il faut d'abord protéger. La deuxième étape, c'est de communiquer. Pour bien redémarrer après une crise, il n'y a rien de tel que d'avoir vécu en fait la crise et de se trouver en fait avec les personnes qui l'ont vécu. Dans toutes les crises que je citais tout à l'heure, je crois qu'il y a eu une grande reconnaissance de la part des personnes qui étaient sur ces marchés, dans ces pays, du maintien de la présence des équipes que nous avions sur place. Et pour cela, il faut le faire savoir. Il faut expliquer qu'on est là, qu'on va rester. Alors rester, c'est souvent plus facile quand on est local que quand on est expat, hein, expatrié avec la famille, parfois des enfants en bas âge. On a rapidement la tendance à rentrer. Donc là, ça peut aussi amener à une réflexion sur le type, un peu, et la balance qu'il y a dans les personnes qu'on projette à l'étranger entre les locaux et les expatriés. Un local aguerri, dédié, sera beaucoup plus résilient qu'un expatrié, c'est très clair, alors que l'expatrié est de la famille. Donc avoir une communication en fait pour expliquer à tout le marché, donc à ses clients, ses prospects, ses concurrents, les autorités, qu'on est là. Alors on est là souvent en situation dégradée, mais qu'on est présent. On est visible, on est présent. Et ça c'est très important pour la confiance dont il va falloir, sur laquelle il va falloir s'appuyer en sortie de crise. Le troisième point qui en fait renforce cette nécessité d'avoir des personnes sur place, des hommes sur place, des hommes à vous, c'est l'observation. En étant sur place, on observe beaucoup mieux les signes de reprise, les signes d'amélioration d'abord et puis de reprise ensuite. Donc on peut anticiper la reprise et savoir de quelle manière la traiter. Donc ça permet également, donc cette observation, de savoir comment réagissent les autres, comment réagissent vos clients, comment réagissent vos concurrents, comment réagissent les KOL, vous savez, les Key Opinion Leaders, les gens qui en fait vous préconisent, qui font partie de votre environnement. Donc que ça soit encore une fois vos hommes, hein, des expats qui sont restés, des locaux qui sont là, ou parfois, lorsque vous n'avez personne, des structures dédiées qui vous représentent sur place, que ce soit vos partenaires, vos distributeurs ou des structures comme Salvéo, puisque c'est le job de Salvéo. En étant sur place, on voit, on sent, on ressent ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Et ça permet d'anticiper la sortie de crise. Ça permet d'observer les premiers signes. Ça permet également de capter beaucoup plus facilement quand on est sur place toutes les mesures qui sont mises en place. En ce moment, il y a un certain nombre de mesures que citait tout à l'heure Valérie, d'accompagnement et d'aide. Donc, en étant sur place, on observe ce qui est en train de se passer, on capte et on peut mettre plus facilement en œuvre. Et le dernier point, donc protéger, communiquer, observer, le dernier point, c'est agir. Alors là, normalement, il faut que je clique sur Next, mais comme je ne sais pas faire deux trucs à la fois, déjà, j'ai réussi à faire marcher mon micro. Déjà pas mal, voilà. Organiser la reprise. Donc agir, là c'est vraiment, alors là c'est de l'action. Il n'y a pas de reprise identique, il n'y a pas un plan qui permet en suivant point à point de redémarrer exactement de la bonne manière. Il faut avoir été sur place, avoir observé, et à partir de ces observations, ajuster le plan pour redémarrer. Et là, clairement, le fait d'être sur place, d'avoir des hommes et des femmes dédiés et engagés sur place, auxquels on a fait attention, qu'on a protégé, avec lesquels on a communiqué et dont on a profité des observations, le fait d'avoir ces hommes sur place permet de redémarrer infiniment plus vite. Là, le plan, et j'en reviens donc à ce point, à ce pilier, hein, je vous disais le plan et les hommes, le plan est essentiel. Si vous avez un plan, vous redémarrerez vite. Vous savez, une crise et une reprise après une crise, c'est une espèce de phénomène ondulatoire. Hein. Il y a des hauts et des bas. Il y a de l'euphorie, puis on retombe un peu dans le creux, puis ça repart au fur et à mesure des nouvelles, bonnes ou moins bonnes, qui arrivent. Le plan, ça permet de rester toujours à peu près en haut. Donc le plan de continuité d'activité et ensuite le plan de reprise d'activité, ce sont deux éléments essentiels qu'il faut absolument mettre en place. Donc voilà, tout ça c'est issu des observations, de l'expérience que l'on a chez Salvéo de la gestion de ces crises. On en a vécu beaucoup, on s'en est sorti jusqu'à maintenant. Là, aujourd'hui, c'est une crise un peu quand même exceptionnelle, planétaire. Alors, on la voit avancer, hein, puisque on a, nous, un spectre assez large. Donc, on a pu déjà constater, fort heureusement, le redémarrage d'activité
dans les pays de l'Est, là-bas, de l'Asie, hein, en Chine, Japon, Corée, ça reprend. Hein, nos clients ont des clients, hein, et l'activité reprend. Et ça permet en fait de voir que cette crise qui se propage va finir par s'arrêter. J'espère qu'elle ne fera pas plusieurs fois le tour de la Terre, mais qu'elle nécessite d'avoir sur place des hommes auxquels on a fait attention, à qui on a apporté de l'attention et à qui on a apporté de la proximité. Et là, je reviens sur ce que disait Valérie tout à l'heure. La proximité, c'est important également. Le contact avec les gens qui restent sur place sur les zones difficiles est important. Et en cela, on a, nous, et c'est notre rôle puisqu'on est dans 50 pays, le rôle d'accompagner les personnes qu'on projette dans ces pays. Il faut rester proche, entendre leurs problèmes et les résoudre surtout. Donc, rester très proche de ces personnes qui seront vraiment les éléments essentiels d'une bonne reprise d'activité. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter. Et j'espère que vous vivrez tous une bonne reprise d'activité après ces événements. Voilà, merci. Merci Marc. Alors effectivement, proximité et partage, c'est sans doute les maîtres mots. Pardon, excusez-moi. Technique, voilà. Je voulais... Oups, veuillez m'excuser. J'ai un petit bug sur la slide. Bon, la slide suivante n'apparaît pas. Ce n'est pas grave. Je voulais donc conclure ces thèmes en parlant de la reconstruction, rebâtir l'avenir. Il nous faudra rebâtir et nous souvenir que notre économie repose sur des hommes et sur des femmes. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre président qui l'a dit lundi dernier. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se réinventer. Il va falloir probablement travailler plus, mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir travailler différemment et surtout travailler mieux. Et plus que jamais, j'ai envie de dire, il va falloir bichonner nos ressources humaines, non seulement pour leur montrer, surtout pour leur montrer la valeur qu'on leur accorde et créer la motivation et la solidarité, parce que sans motivation et sans solidarité à la vision d'entreprise, il est clair que rien n'est possible. Alors, pour nous montrer factuel, puisque je parlais d'être factuel en introduction, pour nous montrer factuel et plutôt que de dénoncer des états de fait, j'ai envie d'évoquer certaines questions à se poser maintenant pour anticiper l'avenir, préparer la reconstruction. Exemple de questions à se poser maintenant. N'est-ce pas moi en tant que DRH ou directeur chef d'entreprise, n'est-ce pas le bon moment pour repenser ma stratégie de mobilité internationale? C'est-à-dire que là où j'avais des expatriés, est-ce que je ferais pas mieux d'y mettre des locaux? Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour réaliser un état des lieux de mes forces RH en présence à l'étranger en fonction des pays que je cible? Qui fait quoi, où, comment, etc. Comment se passe le reporting, qui reporte à qui? Est-ce que ce reporting correspond à mon besoin, à ma demande? Comment est-ce que je peux faire évoluer les choses? Voilà. Autre aspect de bienveillance et de bien-être, parce que c'est fondamental, le bien-être des collaborateurs. Mes collaborateurs en poste à l'étranger sont-ils optimisés? Autrement dit, occupent-ils le poste qui leur est le mieux adapté? Est-ce que je me suis jamais posé cette question? Est-ce que telle personne ne serait pas plus opérationnelle sur un poste différent de celui qu'il occupe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour repenser mon quadrillage présentiel de sorte d'être vraiment parfaitement opérationnel dans les bons pays avec les moyens humains adaptés à mes projets, à ma stratégie, le moment venu? Voilà, toute une quantité de questions. Je pense aussi à une autre question. Mes collaborateurs leur ai-je jamais parlé de formation? Mes collaborateurs ont-ils besoin de formation? Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour leur prodiguer des formations approfondies pour que eux-mêmes puissent former mes distributeurs sur le terrain? Voilà, autant d'opérations à réaliser maintenant pour être véritablement effectif dès les premiers signes de rebond. Autre point et non des moindres,
quelle est la politique menée en termes de ressources humaines par mes concurrents en ce moment sur mes pays cibles? Ça, c'est une question qui semble intéressante à obtenir une réponse. Voilà, il y a un certain nombre de questions que l'on pourrait, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que le fait même de se poser ces questions maintenant devrait permettre d'anticiper mon organisation en 2021 et d'être prêt dès la reprise. Est-ce que Marc, tu veux commenter ces questions? Ah, excusez-moi. Alors avant même de te laisser la parole, je voulais préciser quelque chose que je n'ai pas dit dans l'introduction et que Marc, dans sa grande modestie, n'a pas précisé. C'est que Marc est également notre Feel Good Manager du groupe Salvéo. Alors, cette notion de Feel Good Manager, qui n'existait pas encore il y a 10 ans, le fait même d'avoir créé ce concept de Feel Good Manager, ça signifie bien qu'il y a une prise de conscience sur le besoin de reconnaissance et de bien-être des collaborateurs dans une entreprise. Donc, Feel Good Man, veux-tu répondre à ces questions ou du moins nous faire part de tes réflexions? Oui, je crois que ce sont des bonnes questions. Alors, il n'y a pas qu'en période de crise qu'on peut se les poser, notamment l'équilibre des équipes pour pouvoir obtenir la meilleure alchimie à l'autre bout du monde est une question qu'il faut se poser en permanence parce que il en va du bon fonctionnement et du développement de l'activité qu'on a. Moi, ce que je pense, ayant vécu comme expatrié, alors j'étais aux États-Unis, donc j'étais un expatrié, une expatriation facile. J'ai pu néanmoins ressentir parfois la distance qu'il peut y avoir, notamment dans les périodes compliquées où finalement, si on n'est pas tout proche des centres de décision, n'arrivent que des messages un petit peu feutrés, filtrés. Donc là, ça c'est un point important, effectivement, de bien intégrer en termes de communication, de bien maintenir le fil de communication avec les gens qui sont loin et qui ne sont pas toujours sur les parties les plus importantes du chiffre d'affaires de la société. Ça permet, le moment venu, d'avoir des personnes qui redémarrent immédiatement et qui sont parfaitement au courant de ce qui a pu se dire ou se préparer ou se planifier au niveau du siège. Donc ça, c'est important. Quant à l'équilibre après dont tu parlais entre les expatriés et les locaux, moi je suis d'expérience, j'ai toujours bien vécu lorsqu'il y avait des personnes locales qui avaient été parfaitement intégrées à l'entreprise, c'est-à-dire qui étaient venues au siège en France, et qui étaient donc extrêmement franco-compatibles, mais qui en même temps étaient locales. C'est les personnes sur lesquelles, en situation de crise, j'ai pu m'appuyer le plus fortement. Parce que c'est eux, leur avenir était en jeu. Très clairement, leur avenir était en jeu. Donc, ils avaient, en plus de la motivation économique, une motivation personnelle à réussir, en fait, le challenge de la reprise. Donc, ça fait partie des questions, effectivement, qu'il faut se poser quand on gère ces RH à l'international. Merci. Et comment tu verrais les choses? Par exemple, je prends l'exemple de la Chine où Valérie nous le disait, il est interdit actuellement d'obtenir un visa pour un collaborateur français que l'on voudrait expatrier en Chine, par exemple. Donc, si je veux préparer ma reprise et si mon constat est que j'ai besoin d'étoffer mon équipe en Chine, qu'est-ce que tu proposerais comme solution, ou Valérie, Marc, qu'est-ce que vous proposeriez comme solution alternative? Alors, petite précision, les visas ne sont pas arrêtés, ils sont suspendus, sont ralentis. Il y a beaucoup plus de contrôle selon où la personne s'est rendue, contrôle sanitaire et une mise en quatorzaine des visiteurs en Chine. Donc, précision importante. Donc, il vous est possible de vous rendre en Chine, mais encore une fois, avec cette quatorzaine, c'est un petit peu compliqué d'y aller pour des raisons commerciales. Donc, mon conseil serait de vous appuyer sur le personnel que vous avez en place. Alors, si vous n'avez pas d'expatriés, on a aussi un certain nombre d'entreprises pour lesquelles nous travaillons qui ont des VIE.
Et les VIE ont été maintenus à plus de 90% dans le monde. Business France n'a demandé un rapatriement que des VIE en Chine. Dans tous les autres pays, la majorité des VIE sont confinés. Donc sur place, ils parlent la même langue que vos clients, ils ont le même fuseau horaire, la même culture, donc ils peuvent tout à fait vous relayer sur place. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, Fabienne. Oui, merci. Excusez-moi. Je peux proposer une solution alternative par rapport à toutes les autres que nous avons évoquées auparavant. Donc, de vous appuyer sur des VIE qui, d'ailleurs, est souvent la première étape choisie par les entreprises françaises, ETI et PME, pour se déployer à l'international. Sont la plus souple et on le voit à l'heure actuelle, c'est cette ressource-là qui permet la continuité d'activité. C'est vrai que nous sommes très souvent interrogés sur ces questions des VIE puisque nous en hébergeons un nombre important au sein de nos filiales et nous avons prévu d'ailleurs de développer une thématique sur le sujet. D'ailleurs, un auditeur me posait la question, je ne sais pas si vous la voyez apparaître, enfin voilà, il me posait la question, il me dit « J'avais prévu de recruter un VIE aux Émirats Arabes Unis en juin, est-ce que cela sera toujours possible ?» Alors, nous y avons répondu, je pense, tout au long de ce webinaire, puisque les voyages vont reprendre au 1er juillet pour les Émirats. Business France n'interdit pas avait suspendu la mise en place de nouveaux VIE, mais tous ceux qui avaient été prévus auparavant ont été suspendus et pas annulés. Donc, peut-être pas en juin, mais probablement en juillet, oui. D'accord. Très bien. Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions, Fabienne? Écoute, en fait, il y a eu des questions posées, mais vous y avez répondu au fil de vos exposés, notamment sur le plan de continuité d'activité. Là, je crois que Marc a été assez prolixe en la matière. Tu en as parlé. Des questions sur il y a quand même pas mal d'interrogations. Est-ce que je recrute un Français en France et je l'expatrie, ou est-ce que je recrute localement, ou est-ce que vous pensez que je peux recruter un Français à l'étranger? Ça, c'est une troisième option. Donc, la réponse, elle est évidemment oui, puisque en fonction des pays, notamment la Chine, le Canada, les États-Unis, enfin les grands pays, les Émirats, etc., les grands pays les grands pays majeurs, il existe une forte population de Français tout à fait opérationnels. L'avantage, je dirais, ça je parle par expérience Salvéo, l'avantage de recruter un collaborateur déjà établi dans le pays, eh bien, c'est le fait que il a fait le choix personnel de s'installer dans le pays, donc il est probable qu'il y ait sa famille et son ancrage. Donc il n'y a déjà pas cette période d'adaptation qui parfois peut s'avérer embêtante lorsque les personnes, les expatriés s'aperçoivent au bout de 3 mois ou 6 mois qu'en fait ils ne s'adaptent pas à ce pays. Donc le recrutement dans le pays local, c'est une bonne solution. Toi, tu es la spécialiste, Valérie, de ce sujet, tu peux peut-être nous en dire plus. Écoute, moi, je propose, si tu dis qu'on a répondu à l'ensemble des questions, on a retenu notre auditoire pour 1 heure, si vous avez des questions très précises sur votre secteur d'activité auxquelles nous n'aurions pas répondu, je vous invite à nous revenir en privé. Si vous voulez, il y a encore 3 questions qui ont été posées. La première qui concerne: un expatrié est-il en droit d'exiger un rapatriement en situation de crise? Alors, sur le principe, je dirais oui, mais comme vous le savez, on est dans une époque exceptionnelle, et à époque exceptionnelle, situation exceptionnelle. J'ai posé cette question à la majorité de nos antennes pour notre propre personnel. Les situations sont plus ou moins différentes, mais la majorité quand même de nos antennes recommande à l'expatrié, même s'il l'exige, de ne
ne pas être rapatrié actuellement. De toute façon, sa demande risque d'être refusée par les États s'il est malade. S'il est malade, s'il est contagieux, un grand nombre de pays, je pense à l'Algérie par exemple, on ne l'autorisera pas à voyager, même s'il a contracté une assurance privée prévoyant ce rapatriement. Donc oui, il peut l'exiger. Maintenant, est-ce que ça va être faisable compte tenu que la majorité des aéroports travaillent de façon continue? Il faudra voir au cas par pays, mais c'est assez compliqué, peu recommandable. La majorité des hôpitaux des pays que nous couvrons, je m'en suis assurée, ne sont pas saturés, proposent des traitements adaptés. Donc, s'il n'y a pas urgence que cette personne rentre pour soutenir sa famille en France pour des raisons X et Y, nous recommandons plutôt un maintien sur place. Très bien, merci pour cette réponse. On a encore 2 autres questions d'auditeurs. Une qui nous demande, Salvéo sait-elle rapatrier des expatriés bloqués dans certains pays éloignés? Je pense qu'on a une filiale sœur qui doit pouvoir aider là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, fait partie de notre groupe la société Géos, dont l'une des activités, effectivement, un appui opérationnel dans des pays chrysogènes, donc soit dans des pays en guerre ou des pays qui connaissent des conflits intérieurs. Donc, ils sont capables de débloquer des équipes sur place très rapidement. Il y a un certain nombre de solutions également de suivi par une application d'urgence avec un panic button en cas vraiment si vous avez un expatrié qui est isolé dans un pays lointain. Et encore une fois, je reviens au conseil que nous avons donné précédemment, l'inscription au fil d'Ariane sur diplomatie.gouv. C'est là le premier réflexe, mais les expatriés l'ont en général. Notre devoir en tant qu'employeur est de s'assurer qu'ils l'ont bien fait. D'accord, merci pour cette réponse. Donc, Géos et entreprises et diplomatie peuvent intervenir. Vous pouvez prendre contact avec les équipes du groupe Salvéo pour avoir tous les contacts. Je termine avec une dernière question. Est-ce que le marché RH en Russie et les autres pays de la zone CEI va changer après la fin de la crise? Je ne sais pas si tu as précision de la question. Le marché RH, est-ce que l'auditeur a précisé déjà dans quel secteur d'activité il est? Non, on n'a pas. Qu'est-ce qu'il entend par marché RH? Est-ce qu'on parle de politique RH? Alors, je vais répondre, je te propose de façon générale, la façon dont je comprends la question, mais encore une fois, notre consultation ne va pas se terminer là immédiatement, elle peut se poursuivre en privé, si vous pouviez nous donner plus d'informations. Donc oui, bien évidemment, je dirais l'ensemble des valeurs du monde pratiquement vont évoluer avec cette crise. On le voit sur un autre sujet que le RH, les États-Unis, par exemple, on a parlé tout à l'heure des pays qui donnaient des aides pour les entreprises et les salariés. Les États-Unis ont institué un chèque de $1 200 pour toute personne qui le demande, qui n'a pas ce revenu. C'est quand même assez étonnant d'un pays qui était contre l'État-providence, tout d'un coup, d'être un des premiers à mettre en place le salaire universel. Donc, tout ça pour illustrer que toutes les valeurs, les cartes vont être sans doute rebattues entre les conceptions des uns et des autres. Tous les pays, alors oui, les pays de la Russie, des pays de l'Est en particulier, vont sans doute revoir les conditions du télétravail. Je disais tout à l'heure qu'il est pratiquement pas encadré. C'est un pays, la Russie, qui n'a pas, par exemple, de droit de licenciement.
Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de disparaître en ce moment à cause de cela. Elles n'ont pas la souplesse qu'on peut avoir, nous, d'une activité plus ou moins partielle. Donc, c'est sans doute une conception qui va être revue. Oui, tout va être revu, en particulier les RH, en espérant que de cette crise, finalement, des bonnes pratiques vont être partagées entre tous les pays pour le bien de tous. Merci pour cette réponse. Fabienne va pouvoir passer à la conclusion et également vous mentionner les prochaines webconférences à venir au sein du groupe Salvéo. Parfait, merci Aurélien. Écoutez, la conclusion va être rapide. J'espère déjà que nous avons répondu au plus grand nombre de vos questions. Bien évidemment, nous restons à votre écoute en mode privé pour des questions adaptées à votre secteur d'activité ou à vos enjeux d'entreprise en particulier. Merci aux participants, à Marc qui a disparu, à Valérie qui est toujours là. Merci à Aurélien pour la régie, la technique. Aurélien, on t'a pas vu. Merci à tous. Et puis, suivez bien nos prochains thèmes sur notre site internet et sur les invitations que nous vous communiquerons. Merci, à bientôt. Portez-vous bien. Merci à tous pour votre attention. Au revoir. Au revoir.